Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une tendance sur les marchés relativement chaotique avec un rebond qui se met en place aujourd'hui en Europe. Un rebond de plus de 1% pour les indices actions européens. Après 3 jours de baisse en Europe, après une séance compliquée hier sur le marché américain qui s'est finalement mieux terminée qu'elle n'avait commencé, puisqu'on a vu quand même un indice Nasdaq qui a perdu au pire de la séance jusqu'à près de 3% avant de revenir à l'équilibre et de clôturer même symboliquement dans le vert en fin de séance hier. Donc des marchés un peu plus chaotiques qui encaissent le durcissement du discours de la Réserve fédérale américaine. On va suivre la chronique du durcissement de la stratégie de la Fed, évidemment pour cette année 2022, un discours qui a encore beaucoup évolué depuis la dernière réunion qui se tenait les 14 et 15 décembre dernier. On l'a vu bien sûr à travers la publication du compte-rendu de cette réunion, les minutes de la Fed la semaine dernière, qui montrent que après le tapering accéléré, après les premières hausses de taux prévues pour cette année, la Fed est prête à aller encore plus vite et encore plus loin en réduisant son bilan, peut-être dès cette année 2022. On va dire que c'est un nouvel élément à prendre en compte aujourd'hui pour les marchés et les investisseurs. On l'a vu déjà à travers une correction des marchés obligataires significative depuis le début de l'année et un taux à 10 ans américain qui a touché 1,80%. Nous en parlerons dans un instant avec les équipes de CPR Asset Management et c'est Laetitia Baldeschi qui sera avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPRAM, alors que Jérôme Powell sera auditionné par une commission du Sénat cet après-midi dans le cadre de sa reconduction à la tête de la Réserve fédérale américaine. Et puis nous parlerons des émergents, bien sûr, après une année blanche, une année ratée sur le plan de l'investissement boursier pour les émergents l'an dernier. Ça a été une année compliquée, à commencer par les actions chinoises. Que peut-on attendre de l'investissement dans les émergents en 2022 ? Nous en parlerons avec les spécialistes de Gemway Assets. Et c'est Bruno Vanier, le président de Gemway, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, cette séance de rebond, un rebond de plus de 1% pour les actions européennes à mi-séance. Les infos clés du jour avec Eva Ben Saadi. La bourse de Paris reprend des couleurs ce mardi sous l'effet d'achats à bon compte après que les 3 grands indices new-yorkais ont finalement nettement réduit leurs pertes à la clôture. Ce revirement, en plein débat sur le changement d'optique de la Réserve fédérale américaine, pourrait être le reflet d'une approche moins crispée de l'inflation. Le marché attend sur ce point les commentaires de Jérôme Powell, auditionné cet après-midi par le Sénat, et reste dans l'espoir d'avoir un aperçu sur le calendrier des hausses des taux de la Fed. Dans les remarques transmise au sénateur avant son audition par le Sénat, Jérôme Powell indique déjà que la Réserve fédérale fera tout pour empêcher l'inflation de s'enraciner. Les investisseurs sont également focalisés sur la statistique des prix à la consommation aux États-Unis qui sera publiée demain mercredi. Pas d'indicateur important à attendre aujourd'hui. Les valeurs à suivre, les valeurs technologiques et du luxe au premier plan ce mardi. Capgemini monte aidé par une recommandation d'analystes, Dassault Systèmes en hausse également à la mi-journée. Pour le luxe, Kering, Hermès et LVMH gagnent entre 1,5 et 4%. On suit également Airbus aujourd'hui dont les commandes sont en deçà de ses niveaux d'avant-crise. L'avionneur a livré 611 avions et enregistre 507 commandes nettes en 2021 selon son bilan annuel, soit près d'un tiers inférieur à son niveau d'avant Covid-19. Atos, lui, reprend quelques couleurs aujourd'hui après une chute de près de 17% hier. Atos avait en effet annoncé des résultats préliminaires 2021 nettement en dessous des attentes, pourtant déjà révisés en baisse en juillet dernier. De son côté, Alstom remporte un important contrat pour livrer jusqu'à 200 trains régionaux en Norvège, évalué à plus de 1,8 milliard d'euros. Ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Plastic Energy et Total Energy annoncent la signature d'un nouvel accord pour promouvoir la technologie du recyclage chimique des plastiques. Plastic Energy construira sa seconde usine de recyclage chimique à Séville pour transformer, via leur procédé breveté, des déchets plastiques en une matière première recyclée.
Et enfin, c'en est bientôt fini de Technip FMC à la Bourse de Paris. Le titre est d'ailleurs en forte baisse ce mardi. À l'issue d'un examen approfondi de ses objectifs stratégiques, la parapétrolière a annoncé hier soir qu'elle allait procéder à la radiation volontaire de ses actions d'Euronext Paris. Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui pour Tendance Mon Ami à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et ce début d'année est marqué par la chronique du durcissement du discours de la Réserve fédérale américaine. Nous en parlons avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission. Bonjour et bienvenue Laetitia. Vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Jérôme Powell va donc prendre la parole cet après-midi devant le Sénat dans le cadre de son audition en vue de sa reconduction comme président de la Réserve fédérale américaine. Il va falloir quand même que le patron de la Fed s'exprime sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire, les 14 et 15 décembre dernier, parce qu'à l'époque, Jérôme Powell n'avait pas laissé entendre sans doute que le débat sur la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine était aussi avancé que ce qu'on a pu comprendre à travers la publication des minutes la semaine dernière. On n'est peut-être pas au bout du durcissement du discours de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, Laetitia ? Effectivement, on ne peut que constater un discours très graduel, une montée en puissance de ce discours de normalisation monétaire très très graduel mis en place par la Fed, avec peut-être un tournant au moment de la reconduction par Joe Biden de Jérôme Powell à ce poste. Donc en gros, au mois de novembre dernier, jusque-là, on avait le sentiment que la Fed restait très patiente face à l'accélération de l'inflation et surtout la juger très temporaire toujours, donc finalement pas de nature à changer cette politique monétaire. On a vu que à partir de novembre, ce discours s'est inversé et a commencé à se durcir très graduellement. On a eu d'abord l'annonce du tapering, puis du doublement du rythme de ce tapering, ce qui veut dire qu'on accélère le rythme de réduction des achats de titres mensuels par la Fed. Et donc ça s'est fait pendant au mois de novembre. Et effectivement, à l'issue de cette dernière réunion de l'année 2021, on avait eu le sentiment que la discussion avait peut-être évoqué la problématique du bilan, mais de façon très lointaine. Ouais. Et en tout cas, rien n'était ressorti lors de la conférence de presse. Donc voilà, c'était quelque chose encore de très lointain. Ouais. Et puis la publication effectivement de ces minutes là la semaine dernière nous a fait comprendre que globalement c'était le sujet en discussion. Certes, il n'y a pas eu de communication, mais les membres de la Fed avaient beaucoup insisté sur le sujet. Je crois que c'est 26 fois que le terme a été employé. C'est ce que j'ai compté, oui, effectivement. Dans un document qui fait 5 pages, donc pour dire, c'est pas non plus un bouquin de 500 pages, donc les minutes. Tout à fait. Voilà. Et c'est quand même, les minutes, par essence, c'est la traduction de ce qu'il s'est dit lors de cette réunion. Donc, certes, il n'y a pas de consensus, on n'est pas arrivé à une décision des membres de la Fed sur le sujet, mais on voyait bien que l'idée était de commencer à amorcer ce discours, comment on allait travailler à la réduction du bilan. Oui, Laetitia, on est quand même plus proche de quand est-ce qu'il faut commencer à réduire le bilan et comment faire pour réduire le bilan, plutôt que de savoir s'il faut le faire ou pas. Tout à fait. C'est ça. La question n'était plus de est-ce qu'il faut le faire ou pas, mais comment on le met en place et quand surtout. Et pour nous, on a ce sentiment d'une accélération du rythme. Donc vous voyez, toujours cette graduation dans le niveau d'alerte, je dirais, de la Fed concernant le futur de sa politique monétaire, mais une graduation, mais on va de plus en plus vite finalement. Ouais. Et donc là, on a eu novembre l'annonce du tapering, décembre le doublement du rythme, donc on accélère le rythme de réduction. Ce qui fait que fin mars, on reste avec un bilan inchangé, on n'a plus de nouveaux investissements nets de la Fed, et on peut très bien, d'ores et déjà, puisque le QE, le quantitative easing, les achats de titres,
factuellement, c'est une politique qui est terminée, eh bien, la Banque centrale peut commencer à penser à monter ses taux, et donc pourrait le faire dès le mois de mars. C'est ce que commence à pricer très largement le marché. Première hausse dès le mois de mars. Mais mars peut être également l'annonce dans le mois qui suit, du début de la réduction du bilan. Et donc, on pourrait aller assez vite dans cette annonce. Alors, ce qui ne veut pas dire, tout de suite, on arrête de réinvestir tous les montants, évidemment, de titres qui arrivent à échéance. On n'en est pas là. On devrait annoncer des limites de non-réinvestissement et on pourrait éventuellement le faire de façon assez graduelle, comme cela avait été le cas, en octobre 2017, et ça s'était fait graduellement lors du précédent épisode de réduction du bilan. Donc quelque chose d'assez graduel, mais vraisemblablement, il va y avoir une annonce dès le mois de mars sur le sujet. Bon, on verra ce que Jérôme Powell nous dit à ce sujet cet après-midi, même si c'est peut-être pas le cœur de son audition. Il y aura quand même forcément des questions sur la stratégie de la Fed en 2022. Oui. Comment vous qualifiez, comment vous observez la manière dont le marché se cale ou se recale sur le discours à la fois progressif de la Réserve fédérale américaine, mais qui évolue très très vite dans le même temps? Est-ce que les mouvements de marché, à commencer par la correction des marchés obligataires, est-ce qu'elle est cohérente avec cette progressivité et cette accélération du discours de la Fed aujourd'hui, Laetitia? Oui, on voit que les choses, graduellement, le marché est en train de s'ajuster à ce discours. Alors, je le disais, le marché commence à pricer une hausse des taux directeurs dès le mois de mars, ce qui sous-entendrait, avec un rythme de hausse de 1 par trimestre, 4 hausses sur l'année 2021. Rappelons-nous, en octobre, on en était très très loin encore. Donc, on a vraiment une réaction des marchés qui me semble-t-il, à la hauteur du discours, mais peut-être pas encore totalement. Quand on regarde le taux 2 ans, américain, il est à 0,90. Donc on voit bien qu'on est encore loin de pricer une normalisation graduelle qui se traduirait par une hausse trimestrielle de 25 centimes du taux directeur. On en est encore loin. Le taux 10 ans a touché 1,80 dans cette point haut. Remettons-le là encore une fois en perspective face à un taux de chômage qui a 3,9% de la population active, donc proche de ses plus bas, avec une inflation surtout. On va nous l'annoncer demain, le chiffre va être publié, mais on est à 6,8 en décembre, donc on anticipe 7% pour 6,8 en novembre. On anticipe 7% pour l'indice global pour le mois de décembre. Donc je vois 3,9 de chômage, 7 d'inflation, des taux longs à 1,8. On est encore dans une situation assez confortable, je dirais, en termes de le durcissement. Il est quand même encore très modéré. On parle de normalisation graduelle et non pas finalement de durcissement sec. Je dirais. D'ailleurs, c'est intéressant, on le voit sur les marchés actions, on voit qu'il y a quand même... Alors, il y a à la fois de l'inconfort et en même temps, on ne veut pas non plus jeter le chiffon trop vite. La séance d'hier sur le Nasdaq était quand même très emblématique de cette situation un peu schizophrénique chez les investisseurs. On a vu le Nasdaq perdre quasiment 3% au pire de la séance et terminer néanmoins juste au-dessus de son niveau d'équilibre. Oui, clairement, on voit que dès que les marchés actions baissent de façon un peu importante, on a des investisseurs qui se repositionnent sur ces marchés, qui profitent de ces points bas pour se reprendre une position, et donc ce qui limite finalement les corrections à la baisse actuellement. Mais effectivement, vous avez des perspectives de croissance qui restent très très bonnes pour cette année 2022. Macroéconomiquement, on a l'excès d'épargne sur le compte des ménages, qui quand même mettent ces ménages dans un confort, une situation financière assez confortable, malgré la hausse de l'inflation. Vous avez des perspectives de hausse de salaire assez nettes pour compenser cette inflation en partie. Vous avez des stocks au plus bas, des carnets de commandes qui sont au plus haut pour les entreprises. Donc, forcément,
les investisseurs essaient d'arbitrer entre cette situation macroéconomique assez forte et une normalisation graduelle de la réserve fédérale. D'où les repositionnements sur les marchés actions dès qu'il y a des baisses assez sensibles. Merci beaucoup pour votre éclairage et cette analyse d'une situation effectivement qui est en train d'évoluer très très vite du point de vue américain et du point de vue de la Fed. Laetitia Baldeschi était avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et de la Fed aux émergents, il n'y a qu'un pas. Et c'est Bruno Vanier qui est à mes côtés en plateau pour évoquer les perspectives d'investissement dans les émergents en 2022. Bonjour Bruno. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Gemway Assets. Alors, j'allais dire investir dans les actions émergentes en 2022, mais il faudra aussi regarder l'obligataire. Ça fait partie des nouveautés de fin d'année pour la société de gestion que vous présidez, le lancement d'un fonds obligataire qui s'appelle GemBond. On va en parler, mais revenons quand même sur la partie marché pour entamer cette discussion. Bruno, quelles vont être les grandes idées directrices pour vous de l'investissement dans les émergents en 2022 ? Il va falloir tenir compte, évidemment, j'imagine, du resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Mais d'abord, intéressant de noter que les marchés émergents ne partent pas du tout du même niveau que les marchés développés en ce début d'année 2022, après une année 2021 compliquée. Compliqué, je pense que c'est un bon terme. C'est vrai, l'indice émergent monte à peine en euros, baisse de quelques pourcents en dollars sur l'année 2021, donc une performance très décevante par rapport à la performance du Nasdaq, par rapport du S&P ou du CAC 40. Clairement, on est largement en dessous. Et quand on fait l'addition de tout ça, effectivement, on arrive à une sous-performance de l'indice émergent, en tout cas des bourses émergentes, assez importante, quand même, clairement, depuis maintenant presque 10 ans. Ça, oui. Donc la décennie n'a pas été en relatif très positive pour les émergents. Encore une fois, le stock picking a permis à des fonds de tirer l'épingle du jeu, bien sûr, mais globalement sur les indices, une performance très décevante sur les 10 dernières années, sur la décennie qui vient de passer. Et on a effacé tout le bull market, je dirais, qu'on a eu entre mi-2003 et 2010. Ce qui me fait dire quelque part que l'afflux de liquidités astronomique, de par les politiques de quantitative easing de la Fed, de la BCE, finalement a profité au marché actions ou aux actifs occidentaux, mais finalement a peu profité aux actifs émergents et notamment aux actions émergentes. Donc si jamais on a l'inverse qui est en train de se passer, ou les perspectives d'inversion aujourd'hui du quanto easing vers un quantitative tightening, peut-être que finalement les marchés émergents ou les actions émergentes seront moins touchés, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Effectivement, là vous dites quand même on retrouve des niveaux de prix, de valorisation en absolu et en relatif qui permettent quand même d'entretenir une certaine confiance pour l'investissement émergent en 2022, malgré tout ce qu'on vient de décrire avec Laetitia Baldeschi, je ne sais pas, qui présage d'une situation peut-être plus compliquée sur le plan des conditions financières en dollars. Bien sûr, toujours difficile de prévoir tout ça. C'est vrai, à court terme, on voit bien que ça ne le fait pas encore. Clairement que les actifs émergents sont aussi attaqués un peu moins fort quand même que l'année dernière, mais quand même depuis le début de l'année, on est à zéro quasiment. Des titres, je dirais des titres de croissance qui sont affectés un peu de la même manière que ce qu'on voit, ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe. Et les banques qui tirent leur épingle du jeu depuis le début de l'année. Donc il y a une sorte de rotation vers les actifs les plus value, plus cycliques, assez classiques. Alors que pour certaines régions, en fait, on est dans un environnement monétaire qui est complètement différent, notamment pour la Chine, où on s'attend plutôt à un assouplissement monétaire qui pourrait aller s'accentuant au fil des mois, et donc clairement une situation presque à l'inverse de ce qu'on peut avoir sur les marchés développés, quand bien même les investisseurs globaux et ceux qui investissent dans les pays émergents sont un peu inquiets du quantitative tightening. Disons, en se rappelant ce qui s'est passé en 2012, 2013, 2014, où on a eu quand même une correction sensible sur les actions et sur les devises à l'époque.
Quelles sont les grandes idées thématiques en matière d'investissement que vous défendez pour 2022 ? Il y aura un peu de politique aussi dans des grands émergents tout au long de l'année, avec des élections en Inde, au Brésil, et puis un congrès majeur, évidemment, en Chine au mois de novembre. Et puis, il y a aussi la thématique matières premières, énergie. On sait que beaucoup de pays... ou produisent ou sont consommateurs de ces matières premières. Donc, est-ce que là aussi, ce sont des intersections quand on est investisseur actions émergentes, en l'occurrence, Bruno, qui vous semblent intéressantes ? Bien sûr, bien sûr. Et n'oublions pas aussi la Covid, malheureusement. Oui. Mais on est toujours un peu dans cette problématique. L'Omicron est en train de se développer massivement dans les pays émergents. Alors, avec les mêmes caractéristiques qu'on a ici, beaucoup de cas, mais peu de cas graves, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais on est encore en hausse forte. On va avoir des chiffres qui dépasseront largement les plus hauts qu'on a pu connaître, notamment en Inde, par exemple, où on a eu un nombre de cas très important. Donc on est dans cette problématique avec notamment un pays le plus important, la Chine, qui a une politique encore aujourd'hui, en tout cas officielle, de zéro Covid. Alors zéro Covid, quel que soit le Covid, j'ai envie de dire quoi. Alors, s'il est dangereux ou moins, est-ce qu'ils vont infléchir cette politique ? Ce sera quand même un point très important à suivre. Aujourd'hui, on n'a pas de raison de le penser, parce qu'on a quand même les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent dans quelques semaines à Pékin. Très peu probable qu'ils changent cette politique. Il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, la grande réunion en octobre prochain. Xi Jinping veut montrer que sa politique sanitaire a donné des résultats très positifs, en tout cas, et c'est un peu le cas quand même, quoi. Oui, en termes de zéro cas, quoi. Voilà. Et donc au prix peut-être d'un ralentissement piloté. Donc on va voir en Chine cette année clairement l'effet négatif peut-être du resserrement monétaire, fiscal, réglementaire de l'année dernière, qui nous a pollué bien sûr les investissements. On va bien sûr moins parler de ce resserrement, surtout au niveau réglementaire. Va-t-on parler ouvertement d'un assouplissement ? Là, le débat reste ouvert, quoi. Alors, le meeting du Politburo en décembre nous a donné quelques pistes, mais des pistes relativement timides encore, quoi. Et c'est un peu ce que les investisseurs regardent aujourd'hui. Donc, on a envie d'y aller en Chine parce qu'on a clairement un assouplissement monétaire qui se profile face à un resserrement à l'ouest, un environnement monétaire bien plus favorable. Mais on n'est pas encore prêt d'y aller de manière forte. En tout cas, c'est ce que pensent les investisseurs aujourd'hui. Ouais. Laissons passer les JO, voyons comment la politique sanitaire évolue derrière. Voilà. Et peut-être que le démarrage de l'année chinoise se fera à ce moment-là. Ce sera l'année du tigre. Donc effectivement, on sera peut-être un peu plus fort. Ouais. Bon. Ailleurs, dans les autres pays émergents, peut-être aussi. Alors c'est vrai qu'on a des choses un peu compliquées. On a une élection présidentielle au Brésil en octobre prochain, fin octobre prochain, qui ne va pas être simple, clairement, quoi. Le marché brésilien est très mauvais encore. Alors on aura des opportunités d'investissement monumentales parce que les cours de bourse quand même sont très bas et que les valorisations commencent à être extrêmement intéressantes. En Inde, on a des élections, vous le rappeliez, sur Uttar Pradesh qui arrivent là, qui vont nous donner quelques éléments sur ce qui se passera sur les élections présidentielles en 2024. On ne se fait pas trop de soucis là. Je pense que le BGP devrait remporter ces élections. L'environnement économique indien est plutôt porteur. Le marché est bien valorisé. Là, on n'est pas dans un marché value, clairement, quand même, mais on a une perspective économique qui est quand même très intéressante. Donc un marché toujours, j'ai envie de dire, à favoriser dans les portefeuilles. L'aspect technologique aussi, Corée et Taïwan sont bien sûr présents. On voit plutôt une reprise des prix du dirham à court terme, donc c'est plutôt positif pour les titres comme Hynix, comme Samsung en Corée. TSMC à Taïwan a sorti encore des chiffres très positifs, stratosphériques sur le mois de décembre. Ils pensent qu'ils vont investir plus de 30 milliards de dollars en 2022. Donc vraiment une société qui devient un leader incontesté au niveau mondial. On a encore ces titres quand même. Et la valorisation reste encore relativement attractive. L'Internet chinois qui a quand même
là où il ne fallait pas être l'année dernière, j'ai envie de dire, est au niveau, à des niveaux de valorisation intéressants aujourd'hui. Donc il y a des opportunités. Les investisseurs ont un peu de réticence à y aller du fait des performances décevantes de l'année dernière. C'est assez classique finalement. Attendons le premier trimestre, peut-être la sortie ou un peu plus de visibilité sur les taux américains. Historiquement, quand on commence à voir la hausse des taux, les marchés actions se comportent plutôt bien. C'est la perspective du resserrement, des hausses de taux qui fait peur au marché. Une fois que ça arrive, c'est... Il y a un soulagement. Comme souvent. Bon, on suivra ça avec attention. Je voulais qu'on garde quand même quelques instants pour évoquer alors, ce qui a été une nouveauté commerciale, industrielle, même pour GEMO Asset, le lancement de GEM Bond en fin d'année dernière. Vous sortez de l'univers action qui était votre ADN de départ pour ouvrir la voie à un fonds obligataire. Pourquoi voilà. Alors, on ne sort pas, bien évidemment, de notre reste là, on y reste de manière extrêmement importante. Aujourd'hui, on a 1,8 milliard euros sur nos 3 fonds actions, GEM Equity, GEM Asia et GEM China. On lance ce fonds GEM Bond, c'est sur les obligations souveraines en devises dures, en dollars ou en euros. Cet univers, bien sûr, nous intéresse. Il a clairement une synergie entre ce qu'on fait, nous, sur les actions et sur ce qui se passe sur les obligations. Le marché obligataire chinois est extrêmement intéressant. Donc, clairement, ne pas y être, ça nous manquait, clairement. Donc, on a recruté, bien sûr, une personne, Guillaume Ritaud, qui est un professionnel hors pair, je dois dire, sur le sujet, et qui, en plus, au quotidien, nous aide monumentalement sur sa vision, je dirais, macroéconomique des pays émergents. Donc, c'est un fonds, quel type de stratégie et quel type de niveau de risque est-ce que vous avez envie d'initier avec ce fonds volontairement, on va à un niveau de risque relativement limité, c'est-à-dire que ça va être un fonds dont la part euro sera hedgée en euros. Donc on va laisser un petit peu de performance pour payer cette couverture, bien évidemment, qui n'est pas non plus très très chère, mais aujourd'hui on a un taux actuariel d'environ 4% hedgé en euros. Donc ça nous donne quand même un taux de rendement intéressant, quoi, sur du souverain en devise dure. Merci beaucoup Bruno. Merci pour votre éclairage sur les marchés émergents et puis voilà cette gamme qui se complète désormais chez GEMO Asset avec les 3 fonds actions historiques, le fonds obligataire qui a été lancé en fin d'année dernière, donc GEM Bond qui vient compléter votre gamme aujourd'hui. Bruno Vanier qui était avec nous en plateau, le président de GEMO Assets, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.